Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Nous allons parler des machines à mouvement perpétuel, ou aussi parfois appelées machines à énergie libre, une appellation malheureuse puisque l'énergie libre est un concept qui existe en thermodynamique et qui est une mauvaise traduction de free energy, qui veut dire en fait énergie gratuite. Alors peut-on fabriquer une machine à mouvement perpétuel, c'est-à-dire qui fonctionne indéfiniment sans aucun apport d'énergie? Certains s'imaginent parfois qu'il suffirait d'assembler des aimants de diverses manières particulières pour y arriver. On parle parfois de machines à aimants ou de moteurs à aimants. Pour fabriquer une machine à mouvement perpétuel, il n'y a que trois possibilités. Premièrement, elle ne produit ni ne consomme d'énergie. Deuxièmement, elle ne consomme pas d'énergie, mais en produit. Et troisièmement, elle consomme de la chaleur en refroidissant une source, chaleur transformée en travail. Alors voyons ces trois possibilités de plus près. D'abord la première, la machine ne consomme pas d'énergie, mais n'en fournit pas non plus. Elle se contente donc de fonctionner. Son énergie est donc constante, et jusque-là, il n'y a pas de problème, puisque le premier principe est respecté. Elle n'échange ni travail, ni chaleur avec l'extérieur, et on peut imaginer une machine d'entropie constante. Le second principe serait donc alors aussi respecté. On a donc une machine qui ne change pas d'état, ou au moins après un cycle, et ne fournit pas d'énergie. On peut par exemple imaginer une machine à l'arrêt. Une machine qui est à l'arrêt répond à ces critères. C'est évidemment pas très intéressant. Et d'ailleurs, on parle, comme je l'ai dit, de mouvement perpétuel. On peut donc imaginer que quelque chose se passe. Et en effet, cela est possible. Un exemple est donné par les planètes qui tournent autour du Soleil. Elles tournent imperturbablement depuis des milliards d'années. En fait, cet exemple n'est pas tout à fait parfait. En effet, la gravité universelle montre que les planètes s'attirent aussi les unes les autres. Elles se perturbent les unes les autres. Et le système, en fait, s'avère être chaotique. Ça veut dire qu'une planète peut être perturbée suffisamment au point de changer d'orbite. Mais il faut être rassurant. Ce type de chaos, en tout cas pour ce qui est du système solaire, se manifeste sur des durées qui se comptent en milliards de milliards d'années. Donc, aucun risque que la Terre soit éjectée de son orbite demain. Par contre, pour des petits corps comme les astéroïdes qui tournent entre Jupiter et Mars, il y en a quelques milliers qui tournent là autour du Soleil, la possibilité est plus grande parce qu'ils sont plus légers et peuvent donc être perturbés de manière plus importante. Et il y a plus de possibilités que de temps à autre, un de ces petits corps change fortement d'orbite. Après une perturbation, voire après une collision avec un autre petit corps. On sait que la crainte qu'un astéroïde vienne ainsi heurter la Terre n'est pas nulle. Et divers projets existent pour les surveiller, surtout ceux dont l'orbite croise déjà celle de la Terre, qu'on appelle des géocroiseurs, et trouver des solutions pour les dévier en cas de besoin. Ce phénomène de perturbation des astéroïdes a existé par le passé, surtout à une période appelée période du grand bombardement, à l'époque où la Terre était encore toute jeune. Les planètes se déplaçaient encore légèrement avant de trouver leur équilibre, on va dire, et ça a provoqué de grosses perturbations dans la ceinture d'astéroïdes,
et il y a eu énormément de bombardements qui ont donné la plupart des cratères que l'on voit sur la Lune, et aussi sur la Terre, mais évidemment sur la Terre, avec l'eau, l'air, les mouvements tectoniques des plaques et même la vie, tout ça a été gommé. On ne trouve plus des traces que des cratères les plus récents. En outre, la relativité générale montre que les planètes émettent des ondes gravitationnelles. Donc, elles perdent de l'énergie et donc se rapprochent du Soleil, tombent en spirale, en fait, sur le Soleil. Mais on parle cette fois-ci de milliards d'années. C'est encore plus considérable. Le Soleil sera totalement éteint bien avant que ce genre de choses ne se produisent. Il y a aussi le fait justement que le Soleil va finir par mourir, il va passer par un stade dit de géante rouge, où il va gonfler, il va absorber Mercure, Vénus et peut-être la Terre, mais ça laissera les orbites pas trop perturbées pour les planètes plus extérieures comme Mars, Jupiter, etc. Bon, n'empêche qu'à notre échelle, le mouvement des planètes peut être considéré comme perpétuel. Donnons un autre exemple plus sûr. Les électrons tournent autour des atomes, là aussi de manière imperturbable. Bon, c'est vrai que là, la théorie qui décrit les atomes, c'est la mécanique quantique, et la notion de corps en rotation n'est pas très juste. Mais il y a aussi une notion dite de moment angulaire qui est équivalente et qui peut ne pas être nulle. Il est nul pour un atome l'électron autour d'un atome d'hydrogène, mais pour d'autres configurations, d'autres atomes, il y a des électrons qui ont un moment angulaire non nul et on peut, sans trop exagérer, parler de rotation. Et si on ne dérange pas cet atome, cela peut durer éternellement. Cette fois-ci, sans contrainte. Toutefois, on aimerait avoir une vraie machine, pas juste un atome. Une machine avec toutes sortes de mécanismes, et peut-être même quelque chose de visuel, comme une roue qui tourne. Mais là, cette fois, c'est irréalisable, parce qu'il y a toujours émission de chaleur à cause des frottements mécaniques. Les frottements entre les pièces, mais aussi même ne fût-ce que les frottements de l'air. L'air exerce un frottement. C'est pour ça que une capsule spatiale qui rentre à pleine vitesse dans l'atmosphère se voit rougir avec des flammes, elle est littéralement brûlée par les frottements à cause de sa très grande vitesse dans l'atmosphère. Il peut aussi y avoir émission de chaleur par des courants électriques, s'il y a des systèmes électriques à l'intérieur, dans le courant, dans les résistances des circuits, ou des fuites de chaleur de parties qui seraient plus chaudes ou plus froides. Donc il y a toujours des limites, mais il y a quand même des exceptions. Il y a des exceptions parce qu'il est possible d'avoir du courant qui tourne indéfiniment dans une boucle avec des supraconducteurs, ou des mouvements sans frottement avec des superfluides. Nous verrons ces exemples plus tard, parce qu'ils sont bien décrits par la thermodynamique et la physique statistique, c'est un de leurs domaines. Mais ce n'est quand même pas très utile. Outre la difficulté de réalisation de ce genre de dispositif, il faut refroidir à très basse température, à des moins 270 degrés ou moins 260 degrés. Et donc ici, il faut de l'énergie pour effectuer ce refroidissement, ou alors bien isolé. Mais les isolations ne sont jamais parfaites. Tout corps a une conduction thermique. Et si ce n'est pas par conduction, c'est par convection, par émission de rayonnement, donc il y a toujours des fuites. Tout au plus, une boucle de courant perpétuel présente
présente-t-elle un magnétisme, c'est-à-dire comme un aimant. Mais on peut difficilement appeler machine un simple aimant. Voilà, nous continuerons dans la prochaine vidéo encore un petit peu sur le premier cas et nous examinerons les deux autres cas. Je vous remercie.